maintenant, je vais enchaîner sur les spoilers. Donc hop, j'affiche les spoilers. Et maintenant c'est parti. Si vous continuez à regarder, c'est que vous avez vu Spider-Man No Way Home. Ou alors que vous vous en fichez totalement de vous faire spoiler. Et que vous, de toute façon, si vous en fichez de vous faire spoiler, vous avez pu voir peut-être tout le film sur YouTube, sur Twitter, avec toutes ces vidéos filmées dans le cinéma et balancées comme ça avec un gros titre, voilà ce qui se passe dans le film, ce qui est absolument honteux et c'est absolument abominable, voilà ce que ces personnes, bande de cons, ont fait de filmer vraiment les grandes surprises du film qui sont pas forcément des surprises puisqu'on s'y attendait, mais de filmer carrément, alors qui confirme, on s'en doutait, machin est dedans, bon, on est dans les spoilers, donc qui confirme que Tobey Maguire, que Andrew Garfield est là, que Charlie Cox est là, qui confirme toutes ces choses-là, ok, on avait plus ou moins compris, mais qu'ils aillent jusqu'à filmer carrément les scènes, et que du coup elles se retrouvent affichées sur la page d'accueil de YouTube, et qui ruine la surprise justement, la manière dont c'est présenté pour les fans, et qui voient carrément une image de la scène, etc. C'est carrément honteux quoi. Tout ça pour faire du clic, ou tout ça pour ruiner de toute façon le plaisir des gens, je vois pas l'intérêt. Enfin bref, c'est mon coup de gueule par rapport à tous ces spoilers. Que je me suis fait à la page d'accueil de YouTube quoi. On clique et boum, voilà, Charlie Cox. Super cool. Non mais c'était très décevant. Allez, maintenant on va parler, voilà, qu'est-ce que j'ai adoré ce film. Justement, Charlie Cox revient, fait bien partie du MCU en tant que Daredevil. Encore une fois, c'est comme pour on va dire, la série Hawkeye. Alors, je ne veux pas spoiler Hawkeye pour ceux qui ne regardent pas encore Hawkeye. Il y a un personnage dedans qui arrive dans le MCU. Est-ce que ces personnages-là qu'on a déjà vus avant, hors MCU, sont les mêmes personnages? Là, je parle de Daredevil. Est-ce que Charlie Cox joue le même Daredevil qu'il jouait dans la série Netflix? Est-ce qu'on garde, et je l'espère, qu'il garde ses origines telles qu'elles ont été présentées, qu'il garde tout ce qui s'est passé dans la série Netflix, parce que j'adore vraiment cette série. Et du coup, j'espère qu'ils vont pouvoir continuer justement avec ce personnage. Et Charlie Cox apparaît justement dès le début, et c'est fait, et après on en entend plus parler, et c'est génial justement parce que c'est du fanservice, mais en fait c'est tellement logique et c'est tellement Marvel que Matt Murdock arrive en tant qu'avocat pour aider un autre super-héros. Ça fait partie de la BD et c'est comme ça. Et son apparition, elle fait plaisir. Les personnes ont applaudi dans la salle, ceux qui savaient qui il était parce qu'ils avaient vu la série Netflix en tout cas. Beaucoup de personnes ont applaudi, mais pendant tout le film, à chaque fois que quelque chose apparaissait, il y avait des applaudissements, on entendait les gens réagir et c'était formidable. Et du coup, voilà, Spider-Man a besoin d'un avocat, Matt Murdock est là, le temps d'une scène, mais c'est vraiment super quoi. Il explique les choses, il explique la situation, il les conseille, et puis voilà. Donc c'était vraiment classe. Après, d'autres moments qui sont vraiment, vraiment excellents, je garde le meilleur pour la fin, bien entendu, vous savez de quoi je parle. J'ai adoré le fait que j'avais un peu peur. On pouvait craindre que les super vilains justement qui arrivaient des autres univers, donc les super vilains du Spider-Man de Tobey Maguire, les super vilains de Spider-Man de Andrew Garfield ne soient là finalement que pour faire office de chair à canon et pour avoir quelque chose à taper, juste du fan service. Moi c'est ce qui me faisait peur, qui balance justement des personnages et des caméos juste parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on a les droits et parce que ça fait du buzz et ça fait venir l'audience. Et en fait, oui, ça a fait du buzz, oui, ça ramène un nombre incroyable de spectateurs dans les salles pour la période de pandémie qu'on vit, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que les personnages, même les méchants, pas tous pas au même niveau, mais tous les personnages ont une sorte d'arc narratif et continuent d'être développés. Docteur Octopus, peut-être plus que les autres, Norman Osborn, c'est on va dire, c'est le grand méchant du film finalement. C'est le méchant original des films de Tobey Maguire et il se retrouve là et bien entendu le bouffon vert est là avec lui. Il est toujours schizophrène et finalement c'est lui le grand méchant du film et c'est tellement classe justement thématiquement d'avoir repris le méchant d'origine des films Spider-Man et de l'avoir remis là
tant que grand big boss justement. Euh, pour ruiner la vie d'un autre Spider-Man. J'ai trouvé ça génial, surtout que je m'attendais pas à ce que, justement, on s'attendait pas à ce que les personnages aillent au-delà d'une scène d'action, etc. Et en fait, carrément, ils ont chacun un développement qui continue leur arc narratif des films précédents. C'est-à-dire que tout fait partie du même multivers, effectivement. Tout ce qui est arrivé dans les autres Spider-Man est arrivé et ces incarnations sont bien les personnages de ces de ces films-là qui ont été transportés ici à cause du bug dans le sortilège. Et, euh, ils sont là pendant tout le film. C'est ça, j'avais peur que ce soit juste des apparitions, hop, on se bat et puis on le renvoie chez lui, etc. Non, non, ils sont là pendant tout le film. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que je m'attendais pas à ça. Et je suis agréablement surpris parce que voilà, c'est vraiment développé, c'est pas juste cadeau. Et du coup, j'en viens justement à quand je disais avant, les personnages secondaires qui n'ont pas forcément le temps, mais qui arrivent à briller justement, qui ont chacun leur moment, à un moment ou à un autre, eh ben c'est le cas aussi avec les super vilains justement, c'est exactement ça. Et ça fait tellement plaisir de voir Alfred Molina et de revoir Willem Dafoe et Jamie Foxx aussi. Et du coup, euh, le plus intéressant, comme j'ai dit, Norman Osborn, donc Willem Dafoe, il est là, c'est le grand méchant, il a une sacrée partie, un sacré rôle dans le film justement, et il se donne à fond et il est formidable. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'il a fait avant, ou même de ses apparitions quand il apparaît à Harry Osborn justement dans Spider-Man 2 et 3. Sauf que là c'est nouveau, bien lui. C'est pas je refais la même chose que j'ai fait dans le truc. Il ajoute quelque chose, il ajoute encore plus de noirceur, encore plus de danger et de folie dans le personnage, parce que c'est vraiment la continuité du truc de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et le Mr. Hyde est vraiment absolument ignoble. J'adore le moment où justement il met une raclée à Spider-Man, justement, où ils se battent le grand combat entre tous les deux là. C'est vers la fin du second acte. Il y a un grand combat justement où ils ont fait croire qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils travaillaient tous pour essayer justement de se guérir et de repartir dans leur univers pour ne pas mourir ou de guérir justement et de ne pas être renvoyés dans leur univers où certains sont condamnés à mourir finalement. Et ils le savent. S'ils repartent dans leur univers tel quel, ils vont mourir. Donc peut-être que Peter Tom Holland s'il réussit justement à les guérir, alors il se dit que ils pourront éventuellement ne pas mourir ou rester ici, etc., etc. Il y a des choses qui sont pas super claires sur le fonctionnement forcément, et c'est là que je vais dire. Alors je finis sur Norman Osborn, donc Willem Dafoe complètement dingue dans la folie. Il y a un moment quand ils se battent, Spider-Man, c'est un des meilleurs moments du film où Spider-Man est en train de lui mettre des coups de poing dans le visage et lui commence à rire de se prendre tous ces coups de poing. C'est genre ouais vas-y continue. J'adore ça, passe du côté obscur, montre-moi. Et il est vraiment phénoménal. Franchement, Willem Dafoe, meilleure surprise du film peut-être parce que je m'attendais pas du tout à avoir ce rôle-là aussi développé et aussi impliqué justement dans l'intrigue. Donc vraiment génial, quoi. C'est le bouffon vert. Pareil pour Alfred Molina, Docteur Octopus. Ils ont vraiment eu le beau rôle, eux, parce que tout l'aspect rédemption aussi de tous les autres... Docteur Octopus en premier, et puis tous les autres personnages qui... voilà. Il y en a qui sont méchants dès le départ et qui restent méchants. Il y en a qui voient ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent changer. Il y en a qui changent d'avis. L'homme sable, il est un peu... voilà, c'est un peu facile. Il y a des petites facilités scénaristiques dans le film. Comme, voilà, il fallait plus de méchants. Il y a l'homme sable, il y a le lézard. Ils n'ont pas énormément à faire. Eux, leur rôle est assez limité. Ils ont juste à être là et à être méchants et à pas faire confiance. Et à tromper justement Peter. Mais c'est des super vilains. Donc voilà. Par contre, il y a les autres qui sont vraiment très bien développés et ça c'est super. On comprend plus leur motivation, etc. Et c'est cohérent avec qui ils étaient dans les autres univers justement. Donc ça c'est pas mal. Après justement, le point un peu étrange du film là, je vais dire, qui m'a un petit peu gêné, c'est on explique tout avec la magie.
Voilà. Et cherchez pas trop loin. En fait, c'est ça, il faut pas chercher trop la cohérence. Le sortilège, comment ça se fait? Alors, à cause du sortilège que Peter a foutu en l'air, où je veux que tout le monde oublie que je suis Spider-Man, sauf mes proches et mes amis, parce qu'il a fait bugger le truc, alors il y a des méchants du multivers qui arrivent, il y a un truc comme ça. Donc, soit on n'a pas toutes les données, parce que ce sera encore développé dans Doctor Strange, dans le prochain Doctor Strange, avec le multivers de la folie, et on a vu déjà dans la série Loki, du coup, pourquoi, du coup, il y a ce multivers qui pète les plombs. Alors, est-ce que du coup tout ça est lié? Est-ce que le sortilège a merdé en même temps que quelque chose s'est produit dans le multivers pour permettre ça? En tout cas, c'est pas super clair, justement, parce que c'est comme s'il avait appelé sur lui-même tous les personnes du multivers qui le connaissent et qui affluent vers sa dimension. Et du coup, c'est un peu genre, ouais, je vois pas trop le lien entre le sortilège, je veux qu'ils oublient, sauf mes amis, et tout plein de gens arrivent, quoi, on a fracturé le continuum multiversel, etc., etc. C'est un peu facile, c'est voilà, c'est l'opportunité tout simplement de faire ça. On explique ça rapidement, c'est de la magie, et puis c'est comme ça a bugué, et puis voilà. Donc ça, à la limite, c'est le seul petit détail qui me dérange un petit peu, c'est la cohérence par rapport à... ou alors, c'est mieux expliqué que ça, et puis j'étais pas concentré au moment où ils l'ont dit, mais je trouvais que ça manquait justement d'explication et de cohérence, cet aspect-là. Donc un peu facile. C'est comme Ned qui, voilà, j'adore le personnage, il est vraiment cool. Jacob Batalon, l'acteur, est vraiment excellent dans le rôle. Mais le coup du je te place un moment dans le film que ah, ma mamie elle a dit qu'on avait des sorciers dans la famille ou des trucs comme ça, trucs. Et après quand je pique les anneaux du Docteur Strange, ça y est, j'arrive à ouvrir un portail parce que j'ai ça en moi et que voilà. Alors que Strange, on pourrait l'expliquer, c'est un peu facile, on va dire, scénaristiquement, mais ce qu'ils en font, en tout cas, c'est génial. C'est facile scénaristiquement, et ce qu'ils en font avec, c'est génial. Et du coup, on pourrait aller limite l'expliquer, parce que on se souvient dans le film Doctor Strange qui est un adulte, qui est un... Voilà, voilà, il n'arrive pas, lui, il met des... Je sais pas combien de temps à ouvrir un portail, à réussir à ouvrir un portail. Et Ned, l'adolescent, voilà, qui juste comme ça, parce qu'il a voulu, il a mis les trucs, et ben ça y est, il arrive à ouvrir un portail. Après, on peut expliquer ça parce que Doctor Strange est... il est pas... Dans le film Doctor Strange, il y croit pas vraiment. Il prend ça un peu... un peu par-dessus le bras, il est trop pragmatique, il est trop truc, et il est pas assez comment dire, spirituel ou quelque chose comme ça. Il n'est pas assez, voilà, pas assez d'imagination, pas assez connecté justement. Il y croit pas en fait, il a pas vraiment la foi ou les trucs comme ça. Et on pourrait se dire que Ned est beaucoup plus justement, beaucoup plus dans le délire et beaucoup plus mystique comme personne que le Docteur Strange l'était avec son pragmatisme de médecin. Et c'était un homme de science, alors que là on est plus dans bah voilà, un jeune adolescent qui a l'imagination et qui croit à différentes choses, etc. Bon, peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça, mais j'ai trouvé ça un peu facile scénaristiquement. Mais qu'est-ce qu'ils en font de ce truc-là? C'est absolument formidable, puisque au moment où tout semble perdu, alors, Tante May meurt. Marissa Tomei, la tante May super cool de cet univers-là, meurt à cause tuée par le glider du bouffon vert. Et c'est quelque chose auquel alors, je m'attendais pas du tout à ça, pour plusieurs raisons, et je me dis, c'est un peu overkill en fait tout ça, parce que mais j'ai accepté ça d'une certaine manière parce il le présente très bien. Mais je m'étais dit avant le film, je pense qu'il y a des gens qui risquent de mourir. Ned Leeds, Happy, qui risquaient de mourir. J'y croyais pas, je pensais pas qu'ils allaient tuer Tante May. Pourquoi? Parce que Peter a déjà perdu son oncle Ben et c'est ça qui déclenche un peu tout en principe. C'est oncle Ben. Peter a déjà perdu son autre figure paternelle qui était Tony Stark.
je me suis dit, c'est pas possible qu'il va perdre, je veux dire, Tante May, c'est un pilier, etc. Et en fait, le fait qu'on se dise que c'est pas possible et que ça arrive, bah, ça touche vraiment émotionnellement, parce qu'on se disait c'est la pire chose qui pouvait lui arriver et à laquelle on s'attendait, mais pas du tout. Et du coup, la manière dont c'est traité, c'est quand même excellent parce que Peter se sent forcément responsable de ça. Comme dans la mythologie Spider-Man, dans les différentes itérations, Peter se sent responsable de la mort de l'oncle Ben. Et ici, en fait, on nous fait comprendre, enfin, mais moi j'ai mis le temps à comprendre parce que je voyais pas ça comme ça, mais euh, que on n'a pas eu, on nous a pas montré vraiment les origines de Spider-Man, de Tom Holland, du Spider-Man de Tom Holland. On nous a pas montré, il a pas eu quelque chose de marquant avec Oncle Ben justement, avec son oncle Ben, qui fait qu'il était en deuil et puis c'était sa mission de faire quelque chose par rapport à ce qui arrivait à Oncle Ben. Et ça, depuis Homecoming, c'est clair qu'il n'y a pas ce lien avec Oncle Ben. Et du coup, on nous montre bien que dans cette dimension-là, dans cette réalité-là, pour ce Spider-Man-là, Oncle Ben, bah, c'est Tante May finalement. C'est elle. C'est elle qui le compas moral et c'est elle qui voilà qui dit il faut pas qui est là pour aider les gens. Ça j'ai adoré qu'ils ont repris de la BD justement son association justement qui aide les sans-abri ou ceux qui ont rien, etc., ceux qui sont rejetés par la société, et qui essaye de les aider et de les réinsérer. Et du coup, ça fait le lien avec les super vilains, justement. Ils ont peut-être droit à une seconde chance plutôt que d'appuyer sur un bouton. Oui, parce qu'il y a un bouton qui peut les renvoyer directement et qui les envoie vers une mort certaine, parce qu'ils arrivent tous alors qu'ils sont morts, non, presque tous sont morts alors qu'ils étaient dans leur l'univers respectif. Et s'ils sont renvoyés, alors ils vont mourir. Et du coup, au cours d'un combat avec Spider-Man ou autre. Et du coup, c'est avec justement l'influence de May qui fait que Peter refuse et se bat contre Doctor Strange pour ne pas renvoyer ces personnes qu'il ne connaît pas du coup et à une mort certaine parce qu'il y a ce côté là et du coup j'ai adoré comme c'est lié et que forcément ça revient pour leur en claquer une dans la gueule sous forme de la trahison de Norman Osborn en qui Tante May avait décidé de faire confiance justement qu'elle voulait aider etc et en fait c'est lui qui la tue quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, dramatique, mais génial et c'est super triste. Et là, Peter perd tout et ça m'a choqué et ça m'a fait piquer le nez. Mais voilà, donc Tante May meurt et à ce moment-là, on se dit, moi, mais c'est finalement on a fini de rigoler, c'est plus drôle du tout, quoi. À ce moment-là, on passait un super moment et tout se passait bien et c'était génial. Et Peter, il commençait à faire équipe et des expériences justement avec les super vilains pour qu'ils s'aident eux-mêmes et tout. C'était le bisounours, quoi. Et, et en fait, d'un coup, il y a tout qui part et super combat. Et puis après, la mort de May, et c'est terrible. Et c'est à ce moment-là que le miracle arrive, que ce qu'on attendait tous, ce dont on se doutait depuis des mois et des mois et des mois, arrive enfin, puisque Ned a récupéré les bagues là, du Doctor Strange et il demande il arrive à ouvrir un portail et il demande à voir Peter, il veut voir Peter Parker. Le portail s'ouvre et là on voit Spider-Man dans une ruelle. Sauf que à ce moment-là, mais directement c'est genre ah mais c'est pas il est dans l'ombre et tout mais la taille des yeux, c'est bizarre, ça ressemble pas au dernier costume de Tom Holland et puis quelqu'un d'assez grand et de fin et puis il rentre dans un truc et clairement c'est Andrew Garfield qui débarque. Ça y est, dans le MCU, il a été transporté comme les super vilains, il a été transporté dans ce monde-là, il se demandait où il devait aller, et puis là il arrive du coup en compagnie chez la grand-mère de Ned Leeds avec MJ et Ned, voilà, qui cherchaient à joindre Peter, et le voilà ici. Et à partir de là, je veux dire, le film devient magique. Et c'est là que le film dure 2h45, mais quand on est arrivé à ce moment-là, c'est comme si on commençait à regarder un nouveau film. On est, voilà, les applaudissements, les gens font wouhou, et puis ça fait plaisir à voir. Andrew Garfield est là. Immédiatement, il vole la vedette. Clairement, quand il est dans une scène, il a des répliques, il a le timing, il a le style, il est classe. Je suis pas super fan, mais du tout,
des films Amazing Spider-Man. Je trouve qu'il y a des très bonnes choses dans chaque film, mais dans l'ensemble, le premier, je trouvais que c'était un reboot slash remake qui était pas utile du tout. Et je trouve que justement le lézard, c'était un vilain pas terrible. D'ailleurs, il est de nouveau pas terrible ici, hein. C'est un de ceux qui ont pas vraiment d'arc narratif intéressant. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pas aimé ces super vilains. Jamie Foxx, ça allait dans le 2. Le 2 était mieux, on va dire, que le un, mais c'était trop. Ils ont repris tous les défauts du un, ils les ont remis. Et avec trop de personnages, etc., etc. Donc, pas fan des Amazing Spider-Man. Ils ont leur moment, notamment justement la complicité déjà entre Andrew Garfield et Emma Stone, entre Peter et Gwen Stacy, d'accord, ils sont mignons tout plein, etc. Même s'ils en font trop un peu par rapport à ça, et puis les balbutiements de Peter, etc., etc. Je trouvais qu'Andrew Garfield était un Peter bien trop cool. Mais bon, maintenant qu'il y a plein d'autres versions de Peter Parker, c'est bon, il a le droit d'être Peter Parker vachement cool. Donc je trouve j'ai beaucoup plus de facilité du coup à l'apprécier, sachant qu'il y a d'autres Spider-Man et lui a le droit d'être un Peter Parker un peu différent. En tout cas, j'étais pas le plus grand fan des Amazing Spider-Man, mais c'est vrai que la manière dont a été traitée la mort de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2 était vraiment touchante. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, de le voir débarquer là, et puis tchac, 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 blague, 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 réplique, réplique, c'était vraiment super cool, super classe. Et ça s'arrête pas là, parce que ils essayent de trouver encore Peter Parker, un autre portail s'ouvre, et là, Tobey Maguire arrive, et là, ah, les gens étaient dingues, les gens ont applaudi, les gens étaient contents. Et moi, j'ai applaudi, j'étais content. C'est quand même le Spider-Man au cinéma original, on va dire. C'est le premier. Pour beaucoup, ils ont grandi avec lui, hein. Et ça fait super plaisir de le revoir et puis vraiment en forme, et il est pas là juste pour faire coucou, et c'est ça encore une fois, c'est comme pour les super vilains, c'est ce que je disais, Andrew Garfield et Tobey Maguire ne sont pas venus juste pour une scène et faire genre coucou, t'as besoin d'aide, boum boum boum, on va t'aider avec les méchants, et puis s'en vont. Non, 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 non. Ils sont là et ils font partie intégrante de l'intrigue, ils font partie intégrante de tout le troisième acte. Ils ont, ils jouent un rôle prépondérant. Et encore une fois, c'est comme pour les super vilains, ce qui s'est passé dans leur film a des répercussions sur ce film-là. Et ça fait plaisir à voir. En toute logique, Tobey Maguire passe un peu pour celui qui a le plus d'expérience, le plus mature, le plus adulte. D'ailleurs, quand il croise Doc Ock, j'ai adoré, il lui dit, mais t'es devenu un homme maintenant, Peter Parker. Et puis il y a des répliques forcément, il y a des clins d'œil, des rappels, des références, mais pas juste cadeau, ça a du sens et c'est bien joué avec beaucoup d'émotion, et ça claque quoi. C'est le fan service mais bien fait. Le fan service mais qui est au service de l'histoire, au service du film. Et du coup, c'est génial. C'est pas un truc genre, oh, je vais me regarder juste cette scène-là parce qu'elle a rien à voir dans le film, c'est juste un gag, clin d'œil cadeau. Non, 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 ça fait partie du film, ça fait partie de l'intrigue, et c'est très important et c'est génial. Et du coup, les interactions entre Andrew Garfield, Tobey Maguire, absolument géniales, comme il dit directement, je veux dire, c'est des Peter Parker directement, ils sont potes l'un avec l'autre. Et puis quand ils comparent, c'est pareil avec... après, ils sont rassemblés tous les trois avec Tom Holland. Et puis on a cet aspect, mais absolument formidable, de il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on guérisse ces gars-là pour se débarrasser de leur pouvoir, etc. Je sais comment faire pour lui, je sais comment faire pour lui, moi je sais comment faire pour lui. Chacun a sa mission, ils sont dans le labo, c'est au lycée je pense qu'ils sont, mais oui c'est au lycée, forcément c'est au lycée. C'est au lycée de Midtown, dans le Queens, le lycée de Peter Parker, où ils ont tous été. Et ils sont dans le labo de chimie, et c'est Peter Parker. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu plus que ça dans les films. Et pourtant qui est très développé dans la bande dessinée, c'est Peter Parker justement avec son labo de science qui met au point ces différents trucs. Et forcément il y a les comparaisons, ah toi tu fais ça comme ça, toi tu fais comme ça. Le truc avec le fil d'araignée tout simplement, la toile avec la toile, où les autres ils ont leurs cartouches, Tom Holland et Andrew Garfield ont leurs cartouches. Andrew Garfield, je dois m'introduire dans un laboratoire pour fabriquer en secret mes fluides, et Tobey Maguire c'est genre, ah mais tu sors ça de ton corps quoi, tu sécrètes, tu fais quoi? Et ils ont des conversations et c'est absolument, enfin c'est génial, c'est quelque chose qu'on aurait pu se dire, ah, c'est un sketch qu'ils auraient pu tourner, des petits sketchs qu'ils auraient pu tourner en dehors comme ça juste pour faire la blague, mais le fait est que c'est des petits moments
sympa de camaraderie, de confrérie finalement, de camaraderie entre ces trois personnages, ces trois Peter Parker. C'est vraiment fabuleux. Et tout ça, c'est on va dire, c'est au déroulement. C'est pas, on peut dire que c'est gratuit parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, mais c'est dans les détails, justement, c'est dans ces petits détails-là qu'on trouve justement toute la beauté, toute l'humanité, voilà, de ces personnages-là. C'est dans ces conversations banales, un peu triviales, justement, sur leur vie de tous les jours, leur vie de Spider-Man, leur vie de Peter Parker. Et quand, justement, alors, eux, ils arrivent au moment où May vient de mourir et donc Peter est isolé sur le toit du lycée. C'est super bien écrit maintenant. Enfin, j'y pense maintenant, je suis en train de me refaire le film au fur et à mesure, mais je me dis, mais c'est tellement classe. Justement, le lycée de Midtown, ils sont tous, ils y étaient tous dans leur propre univers, ils sont tous passés par là. Et c'est tellement logique que ce soit là ils viennent se voir. Que d'abord, Ned et MJ, Zendaya, qui est absolument géniale aussi dans le film, elle a un purée de timing comique, mais elle est vraiment attachante, ça, MJ, et c'est vraiment excellent. On pourrait faire encore une partie là-dessus, mais vraiment, ils sont tous, vraiment tous au top. Et ces deux meilleurs amis qui sont là d'abord, qui le vont voir sur le toit pour le serrer dans les bras par rapport à la mort de May. Et c'est vraiment très touchant. C'est super touchant d'avoir ces deux amis et de le voir pleurer là, hein. Et puis ils disent on n'est pas venu tout seul. Et là il y a les deux Spider-Man qui débarquent, il y a les deux autres qui débarquent. Et c'est genre, on sait mec, on sait ce que c'est. Et fait non, on savait pas, ouais, mais si quand même quoi. Et chacun y va de son petit détail. Et forcément, Andrew Garfield mentionne, voilà, ma Gwen Stacy, c'était ma MJ. Et voilà. Andrew Garfield, finalement, son Spider-Man, sent pas trop coupable de la mort d'Oncle Ben, même s'il était encore une fois indirectement impliqué hein, dans son film. Non, lui, c'est genre, c'est pas genre moi aussi, mon Oncle Ben. Non, non, c'est moi, ma petite amie. Ma petite amie, voilà, je me sens coupable pour ça. Mais on voit, enfin, c'est absolument génial parce que à peine il mentionne, il a déjà de nouveau les larmes aux yeux, il est déjà. Voilà quoi, c'est absolu, il vient de ressortir de la fin de Amazing Spider-Man 2 et il explique, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il explique qu'en fait, à un moment, il a arrêté de retenir ses coups et qu'il est passé dans une période vraiment sombre. Et on se dit, c'est ce qui s'est passé pendant une période après Amazing Spider-Man 2, du coup. Et finalement, ça me donne envie de voir justement Amazing Spider-Man 3. Et donc, ce film, en gros, No Way Home, c'est Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, c'est Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, et c'est No Way Home avec Tom Holland. Et c'est formidable. C'est une célébration de Spider-Man au cinéma, de ce qu'a fait Sony, sans Marvel, au début, de ce qu'a fait Sony, et ils prennent ce qu'il y a de mieux là-dedans. Et ce qu'il y a de mieux là-dedans, bah, c'est le personnage de Peter Parker, la bonté du personnage et son désir justement un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et son désir de faire mieux et de réussir et quitte à se sacrifier justement pour aider les autres, etc. Et là, ils vont s'aider eux, ils vont aider leurs frères qui n'ont jamais eu, un autre Peter Parker. Et ça, c'est vraiment super. Et du coup, après, ils font justement cette scène d'expérience où ils fabriquent des antidotes pour chaque super vilain. Alors encore une fois, on peut se dire, ouais, un peu facile, mais non, parce que chacun a eu besoin de faire ça à un moment ou à un autre dans son propre film, donc c'est cohérent avec tout ça. Et justement, quand ils partagent quelques aventures, quelques histoires et tout, c'est Andrew Garfield qui aide Tobey Maguire qui a mal au dos, le clin d'œil à son problème de dos pendant Spider-Man 2, qui était déjà évoqué pendant Spider-Man 2, quand il tombe, il se fait mal au dos, etc. etc. Et là, il lui remet en place les lombaires, etc. Enfin, c'est absolument... C'est des petits détails comme ça. Oui, ça peut faire un peu sketch, mais c'est tellement bien amené, c'est tellement bien fait, et puis on se dit, mais c'est Peter Parker, ils sont fidèles à leur personnage, ils sont vraiment là, quoi. Donc c'est super classe, ça fait plaisir de les voir, on a limite envie d'en voir plus. Faites-nous d'autres films avec ces Spider-Man, il n'y a pas de problème, on attend ça avec impatience. Et donc c'est là, et ça fonctionne vraiment à ce point-là, quoi. Chacun, encore une fois, sur le toit du lycée de Midtown High, dans le Queens, quand chacun partage sa douleur avec Peter pour essayer
de lui dire voilà, on est désolé pour May. Et c'est là encore une fois, May c'est Oncle Ben pour ce Peter-là. C'est ce que les autres ont vécu avec Oncle Ben. Lui l'a vécu plutôt avec May. C'est enfin dans cette nouvelle itération de Spider-Man chez Tom Holland pour la première fois. Quelqu'un va dire la phrase culte qui définit Spider-Man, qui est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est May qui lui dit ça justement juste avant de mourir, forcément. Et à ce moment-là, on se dit bon ben voilà, ok, cette fois, il vit la même chose que les autres ont vécu avec Oncle Ben, parce que lui, c'était pas cette relation-là apparemment qu'il avait avec Oncle Ben. Mais du coup, c'est surprenant, ça sort du, on va dire, de la mythologie Spider-Man à laquelle on est habitué. Mais clairement, pourquoi pas finalement, on a déjà 2 fois la même, à peu de choses près, les mêmes origines. Eh ben, lui, on a des différentes et c'est très bien comme ça. Et c'est ça l'idée du multivers et qui est super génial, c'est de se dire, voilà, tout ce qui s'est passé dans les autres films se sont passés. C'est pas parce qu'on change un acteur maintenant et qu'on a un autre Spider-Man, un autre univers, un reboot, que ça écrase ce qu'il y a déjà eu avant. Et ça, c'est génial parce qu'on se réconcilie beaucoup justement avec les anciens films. Ce que je disais, Amazing Spider-Man passera peut-être mieux maintenant justement qu'on se dit, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas le Spider-Man, enfin, il y a d'autres Spider-Man dans lesquels ça se passe mieux et je préfère, etc., etc. Mais j'aime bien quand même ce personnage, donc même si le film n'est pas exceptionnel, eh ben, ça me dérange pas de le revoir, de passer un moment encore avec ce personnage-là. Et du coup, il y a ce côté justement, parce que c'est toujours ah machin, qui va jouer le prochain machin, qui va jouer le prochain. Eh ben finalement, peu importe, ce sera plus obligé de s'offusquer de ah non, ils ont changé l'acteur, ils ont changé, c'est plus la même histoire. Ben, ça enlève rien. Encore une fois, ça va servir peut-être pour dire, eh ben voyez, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles versions et des nouveaux films et des nouvelles franchises qu'on écrase les autres et que les autres n'existent plus. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour telle ou telle interprétation. T'aimes pas ce Spider-Man là, eh ben tiens, en voilà un autre, tu aimeras peut-être celui-là. Eh ben voilà, si tu les aimes tous, tant mieux, mais sinon si t'aimes que cette interprétation-là, il y a de la place pour tout le monde. Et tout existe et tout a de la valeur. Et c'est ça ce qu'ils ont fait avec cette célébration justement des Spider-Man. Et la séquence justement d'action finale où ils se battent tous les trois au début comme des quiches parce qu'ils ne sont pas du tout coordonnés les uns avec les autres, mais après ils se mettent à travailler en équipe en suivant les ordres du plus jeune en plus, parce que lui a fait partie des Avengers et a l'habitude de travailler en équipe, et les autres ils sont là, ah bon, mais c'est quoi etc. C'est absolument, c'est génial, ils oublient pas, c'est ça, les touches d'humour sont vraiment réussies, il n'y a aucun moment où on se dit, ah, c'est pas approprié ici, non, c'est pas parce qu'il y a eu un drame juste avant, une tragédie, que on peut pas justement avoir un peu d'humour encore par-ci, par-là. Et du coup, c'est super bien équilibré, c'est super bien traité. Il y a, encore une fois, à aucun moment où on se dit genre, ouais, c'est vachement drôle, dis donc, ta tante vient de mourir. Non, parce que c'est dans le reste du film, ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. Encore une fois, les acteurs formidables, ils sont pour beaucoup, hein, Alfred Molina, Willem Dafoe, Marissa Tomei, même Jon Favreau, Happy Hogan. Il est pas là beaucoup, mais ces séquences, il a le chic hein, pour faire ça. Hein. Happy Hogan, toutes ces scènes à chaque fois dans chaque film, il est vraiment génial, il est touchant, il est amusant, il est tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, superbe scène d'action et c'est pas tant il y a eu des meilleures scènes d'action au niveau de la chorégraphie, des choses comme ça. C'est plus ce que ça représente. Et ça représente 3 Spider-Man en train de se battre ensemble et du coup c'est super classe pour neutraliser un ennemi au fur et à mesure. Voilà, donc on dirait, on dirait une scène finale d'un jeu vidéo, c'est le boss ultime, ça y est, il y en a 5, il y en a 4, 5, 6, je sais pas exactement, je les ai pas comptés, est-ce que c'était les Sinister Six vraiment, ou ils étaient que 5, je sais plus, enfin bref. Pour les affronter, il y a 3 Spider-Man, et là comme dit, c'est pas forcément l'action, c'est les plans qui sont choisis justement, et l'enchaînement de ce qui se passe qui est important. Et les plans, on a ce plan justement où les 3 Spider-Man s'élancent tous les 3, font une voltige et atterrissent tous les 3 avec la position, les positions qu'on connaît, etc. Avec les costumes, chacun son costume, etc. C'est super classe.
Quand je dis j'ai passé mes 2h40 avec un sourire là, jusque-là, c'est vraiment... en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et du coup, on enlève les petits défauts de la magie, ça explique tout. On passe vraiment à un super moment, mais parce que c'est basé justement sur l'émotion. Alors certes, notamment sur le côté un peu nostalgique par rapport aux anciens Spider-Man, mais c'est aussi la satisfaction de voir que tout ça n'est pas fait gratuitement et de manière bâclée. Il y a un vrai travail qui est fait et ça fait plaisir de voir où chaque Spider-Man en est. Même, encore mieux, les super vilains, justement, comment certains acceptent certaines choses ou réfléchissent à ce qu'ils ont fait ou sont cohérents par rapport à ce qu'ils étaient, etc. Enfin, c'est vraiment... c'est le final, c'est le grand final de 20 ans de Spider-Man. Depuis 2002, depuis le premier Spider-Man de Sam Raimi finalement, avec tous les Andrew Garfield et avec tout Tom Holland et tout. Et là, c'est le bouquet final qui a été alors inspiré d'eux ou alors ils se sont dit bon ça on avait prévu de le faire de toute façon mais ça rappelle forcément le super film d'animation Into the Multiverse avec Miles Morales et du coup on se dit que ça finira par arriver, Miles Morales finira par rejoindre à un moment justement un autre Spider-Man dans une aventure en live avec un acteur qui jouera bien Miles Morales. Et du coup ça rappelle un peu cet aspect-là justement, bah forcément là c'est le Spider-Verse dans le film d'animation mais c'est le multivers de toute façon. Et on s'attend du coup à ce qu'il continue là-dedans vu la réussite quoi. Tant que c'est pas gratuit, tant que c'est réfléchi, tant qu'il y a une incidence, alors on peut se faire plaisir bien entendu. Et voilà. Et c'était déjà forcément une très bonne surprise. On se doutait de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charlie Cox, on se doutait qu'ils allaient apparaître, mais c'est surtout, et les méchants aussi, mais c'est finalement, on s'est pas foutu de notre gueule. C'est vraiment, c'est pas juste du cadeau, tenez, prenez, vous voulez voir ces personnages que vous avez vus il y a 20 ans, allez, ou il y a 10 ans, ou peu importe, on vous les met. Non, c'est vraiment, il y a une histoire derrière, il y a des arcs narratifs, il y a de l'émotion, il y a des conséquences, et quelles conséquences! C'est complètement dingue quand on parle de la malchance des Parker dans la bande dessinée où Peter Parker a beau faire tout ce qu'il peut et même quand il gagne, il perd. Là, on arrive vraiment au bout du bout. Et avec, ils arrivent à finir le truc, mais encore une fois, la conclusion, c'est genre, et si tout le monde oublie que j'existe En gros, si tout le monde oublie que j'existe, est-ce que les gens repartiront dans leur truc? Oui, ça marchera. Mais pourquoi ils sont tous attirés là? Enfin, je vais le revoir. Je vais le revoir, mais c'est le petit truc qui me dérange. C'est genre, parce que tout le monde connaît l'identité, alors tout le monde vient dans cet univers-là. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Ils développeront peut-être ça dans Doctor Strange 2 ou dans Loki, ou peu importe, là où ils parlent vraiment du multivers en tant que... Comment ça marche? Parce que là, on ne sait pas. Doctor Strange le dit lui-même, hein, nos connaissances sont super limitées sur le multivers. Et là, c'est clair, je veux dire... et du coup, c'est genre... s'ils oublient tous, tout le monde, tout le multivers oublie que Peter Parker et que je suis Spider-Man, ou m'oublie moi, alors ce sera bon. Et Doctor Strange dit ouais, ok, il fait ça. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de régler le problème? Je sais pas exactement, enfin compliqué. Et du coup, il fait son nouveau sortilège, ça résout le problème. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais bon, bref, ça résout le problème. Et en fait, Pete a dit au revoir à tout le monde. Il a perdu sa tante May. Il dit au revoir à MJ, il dit au revoir à Ned, parce qu'ils vont oublier qu'il a existé. Ils n'oublient pas Spider-Man, ils oublient Peter Parker. Donc voilà. Il dit, voilà, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange lui dit adieu aussi, voilà, parce que, voilà, et on voit que ça le marque alors qu'il a été assez méprisant. Mais c'est ça qui est la beauté, c'est qu'ils arrivent à nous vendre le truc, genre, ils savaient que... En gros, Doctor Strange, franchement, c'est un peu de ta faute tout ça. T'as intérêt à régler le problème dans les prochains films parce que là, t'as merdé quoi. Merdé grave. On s'en fout que Peter Parker parlait pendant le grand sortilège, truc comme ça, et qu'il a fait merder le truc. Tu devais pas avoir un ado tu devais pas commencer le sortilège avant d'avoir bien établi les paramètres. Et Wong avait prévenu. Donc en gros,
quand dans la bande-annonce de Doctor Strange 2, on nous dit le plus grand danger du multivers de l'existence, bah, c'est toi, eh ben, ils ont pas tort. Franchement, c'est lui qui a foutu sa merde là. À moins qu'il y ait eu une interférence extérieure. Et c'est pas négligeable non plus. On verra ce que ça donne. Enfin bref, Peter perd tout, il dit au revoir à tout le monde. C'est triste, on a le nez qui pique, on a peut-être une petite larme. Et puis après, c'est comme... Et en fait, et tous repartent. Les super vilains repartent, les Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, c'était cool de vous voir, c'est génial. Ils repartent et il y a eu un big hug à 3 Spider-Man, c'était super touchant, c'était génial, ça faisait plaisir pour les fans qui suivent depuis 2002 et qui adorent ces personnages-là. Ça fait super plaisir, donc bravo, bravo, bravo. Et après tout le monde l'oublie. Et donc, le film se termine. MJ et Ned, finalement, sont pris au MIT, vont partir de New York pour aller à Boston pour étudier. Peter, bah, il tente de refaire connaissance, mais il voit que elle a encore des séquelles du combat à cause de lui, etc. Donc, il décide finalement de pas refaire connaissance et de réessayer une relation éventuelle. Il la laisse, donc il sacrifie son amour pour MJ et son amitié avec Ned pour qu'il soit protégé et qu'il soit plus proche de lui et qu'il ne risque plus rien. Il a perdu sa tante May, il est seul, entièrement seul, il n'a jamais existé, donc il doit se recréer. Personne ne le connaît dans le MCU, personne ne connaît Peter Parker. Ils connaissent Spider-Man, tout le monde connaît Spider-Man, personne ne connaît Peter Parker, personne ne se souvient de lui, personne n'a jamais rien vécu avec lui. Et c'est absolument horrible. Après tout ce bon moment qu'on a passé, il n'a plus rien. Et pourtant, il a un grand pouvoir, grande responsabilité, donc il va continuer à combattre le crime et essayer de faire des études en parallèle. Il va essayer de passer le GED, et donc il étudie pour passer quand même un diplôme. Mais il va combattre le crime et dans l'anonymat le plus total. Et il repart du coup à zéro dans le MCU. Je ne pense pas que ça va rester comme ça. Je ne pense pas que ça va rester comme ça. Ce serait très triste, ce serait terrible pour ce personnage, pour Peter. Mais en gros, d'ailleurs, beau costume final. J'ai bien aimé justement le bleu un peu plus éclatant, mais c'était Noël en même temps. Donc voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, si tout ce qui se passe dans le MCU, ça se passe chronologiquement, alors le film se finit à Noël, dans New York. On voit l'arbre du Rockefeller Center, la patinoire, etc. Au même moment, en train de se passer la série Hawkeye, exactement au même endroit, avec la même ambiance. Donc, là, on se pose la question, est-ce que c'est possible que... Qu'est-ce qui va se passer dans Hawkeye, le dernier épisode? Est-ce qu'ils ont prévu les choses de manière aussi poussée? À voir. Mais bon, en tout cas, c'était intéressant de voir que ça se finissait à Noël, justement, sur New York, alors qu'il se passe exactement la même chose en parallèle, dans le même univers, chez Hawkeye. On va voir. Enfin bref. Du coup, la grande question qui se pose finalement, c'est est-ce que, quel est le nouveau statu quo entre Sony et Marvel Studios, Sony et Disney? Ils continuent de se partager le personnage de toute évidence. De toute évidence, à la fin, Spider-Man et Peter Parker, Tom Holland, restent dans le MCU, même si personne ne se souvient de lui. De toute évidence, les méchants et les autres Spider-Man sont retournés chacun dans leur univers. Donc, il n'y a pas de fusion de tout le monde. Chacun est dans son univers. Voilà. Et Venom dans tout ça, et Morbius par la suite. Alors, c'est là qu'on se pose la question, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est le méchant Qui est le Spider-Man? Qui est le Spider-Man de Venom? On a la scène finale, la scène pendant le générique. La scène après le générique, c'est la bande-annonce de Doctor Strange 2. Donc, Venom, du coup, on a une petite scène. Alors, Venom, c'est les films qui sont pourris. Clairement, voilà. Mais, ça fait toujours plaisir de voir Tom Hardy. Et Venom est un personnage classe. Il faut juste lui trouver un bon film. Et du coup, c'est pas ce film-là.
C'est la première fois que Venom apparaît, mais même pas dans le film, mais à la fin, dans le générique, d'accord, dans un bon film. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est en progrès, il est en progrès. Mais le truc, c'est... Tom Hardy est là, donc il apprend sur l'île là au bas où il est, tout ce qui se passe dans cet univers-là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et finalement, avant qu'il ait pu réfléchir à quoi que ce soit, c'est genre, bah, je vais peut-être aller à New York pour essayer ah bah non, c'est au moment où tout le monde est renvoyé dans son univers. Donc en fait, il a passé juste un moment, juste sur cette île, dans cet univers-là, et il retourne dans son univers à lui. En laissant derrière lui un morceau de symbiote. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça. La grande question, c'est qu'est-ce que... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a laissé un Venom qui va trouver le Eddie Brock du MCU ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais est-ce que du coup on a le Venom du MCU maintenant qui est resté, c'est ce petit morceau de symbiote qui va se développer, et que du coup bah, Tom Hardy et son Venom font partie d'un autre univers et qui ne fera jamais le lien avec le MCU, ça a l'air d'être ce qu'ils sont en train d'essayer de nous dire. C'est genre, on vous a laissé on partage. En fait, Disney et Sony, c'est genre, bon, on va se partager les personnages, on va faire deux univers différents. Vous pouvez avoir un Spider-Man dans votre univers, vous pouvez avoir Venom, vous pouvez avoir un dans le MCU, mais nous aussi dans notre univers. Ça a l'air d'être ça, à moins que je me trompe, mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient de nous dire. Parce que l'association, les accords entre les deux studios, clairement, c'est bénéfique pour tout le monde. Les fans et les studios. Ça fait du pognon pour tout le monde, même si voilà, c'est Sony qui produit, donc Disney récupère pas tout ce que eux investissent en termes d'histoire et de trucs comme ça. Donc, mais s'ils sont d'accord, alors ça fait plaisir à tout le monde et tant mieux. Et du coup, l'idée finalement, c'est quoi? Est-ce que qui est... Parce qu'il y a Morbius qui arrive, et peut-être que Morbius va nous en apprendre d'autres. Qui est Spider-Man dans l'univers de Venom, de Tom Hardy? Parce qu'ils n'entendent pas parler. Dans les films Venom, on n'entend pas parler de Spider-Man. Par contre, dans la bande-annonce de Morbius, on voit l'affiche avec Spider-Man, tueur ou j'en sais rien, peu importe, qui n'est pas Tom Holland, du coup. Ou peut-être que si. Honnêtement, je ne sais pas, parce que le vautour, Michael Keaton, est dans Morbius. Le vautour Michael Keaton est dans le MCU. Est-ce qu'il s'agit du même vautour? On revient finalement, on n'a pas beaucoup de plus de questions sur quelle est la suite en fait. Est-ce que finalement Morbius se passe dans le MCU? Est-ce qu'ils font une franchise séparée avec Venom? Qui est le Spider-Man dans l'univers de Venom? Enfin bref, on verra j'imagine au fur et à mesure. En tout cas, on pouvait s'attendre à ce que Tom Holland finisse que Sony finisse le contrat avec Disney, Marvel Studios ici, et récupère Tom Holland et fasse que des films séparés du MCU, que ce soit plus le même univers. De toute évidence, c'est pas le cas. Spider-Man est là pour rester, Tom Holland reste dans le MCU. Est-ce qu'ils vont annoncer un nouveau Spider-Man? Est-ce que Andrew Garfield va rempiler? Tobey Maguire, ça m'étonnerait, mais why not? Donc les questions sont ouvertes et tout est possible. Tout est possible grâce au multivers, bien entendu. Et au pognon, toujours. Et donc voilà, ça laisse en suspens. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être réglées peut-être avec Doctor Strange? Il y a eu beaucoup de reshoots. Réalisé par Sam Raimi, ça c'est formidable aussi. Doctor Strange 2, du coup, avec le multivers, Wanda, très certainement Loki, que va-t-il se passer? Il va y avoir d'innombrables caméos, j'imagine, et j'espère encore une fois que ce sera des choses qui ne soient pas gratuites. Si c'est traité comme dans Spider-Man, ce sera parfait. Et du coup, bah, c'est le prochain. C'est ça qu'on attend. C'est qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, Daredevil et son univers, on imagine, vont être intégrés, je l'espère, tel quel, cohérent avec ce qui s'est passé dans les séries Netflix, dans le MCU. Dans tous les cas, ça fait super plaisir de voir l'acteur revenir dans ce rôle-là. Et on sait que ça va être développé encore davantage. Peut-être dans les séries Disney+, d'ailleurs. Donc à voir. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, encore une fois, on sait qu'il y a des plans sur plusieurs années et cette saga n'en a pas fini de se développer. Mais le film en lui-même, Spider-Man No Way Home,
C'est une magnifique conclusion. C'est une célébration de Spider-Man, de ce qui a été fait, de ce qui a été réussi au cours de ces années. Même ce qui a le moins bien marché, eh ben c'est réutilisé, on va dire... on se réapproprie des choses qui n'étaient pas géniales forcément, mais là, on les adore dans ce film-là. Et pour moi, c'est une réussite totale. Un grand bravo à toutes les personnes impliquées parce que tout le monde a fait de l'excellent boulot. Andrew Garfield et Tobey Maguire qui sont là, mais comme si... enfin, ils jouent, pas comme si c'était là juste « Ah, je me fais chier, donnez-moi mon chèque que je puisse partir ». Ils sont là pendant tout le troisième acte du film et c'est vraiment formidable et ça fonctionne et c'est pas juste pour faire plaisir aux gens, mais ça fait super plaisir. Donc, 2h45, 2h45 et pas une seule seconde où quelle heure il est, où ils auraient pu enlever cette scène, etc., etc. Un pur plaisir, donc il ne faut pas le rater, surtout au cinéma. Si on est fan de Marvel, si on est fan de Spider-Man, on peut que adorer ça. Et si je vous dis ça, vous êtes dans la partie spoiler et vous avez regardé jusque-là, je vous apprends rien en principe, c'est que vous avez kiffé. Et du coup, je parle pour personne parce que tout le monde qui est en train de me regarder là a déjà vu le film. Donc, c'est pas grave. En tout cas, moi, c'est mon opinion sur le film. J'ai vraiment adoré. C'est un de mes films de super-héros préférés, j'imagine. Encore une fois, on verra avec le temps, hein, subtilité. Là, c'est ma réaction, genre à chaud juste à la sortie du film. Je suis super excité. J'attends qu'une chose, c'est d'aller le revoir. Et voilà. Donc, bravo Marvel, bravo Sony, bravo Sony, bravo les acteurs, bravo le réalisateur, bravo les producteurs, bravo les effets spéciaux, les responsables des effets spéciaux. Merci pour ce spectacle, c'est tout pour ma critique, j'espère que vous avez adoré autant que moi, et voilà. À la prochaine pour Doctor Strange 2, pour tellement d'autres choses. C'est un vrai plaisir de voir des films comme ça. Allez, à la prochaine, bye.